Osmina et bienvenue dans Animaniac, l'émission d'un maniaque d'animé pour des maniaques d'animé. Et aujourd'hui on envoie du très lourd puisqu'on va parler de Gintama. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, Gintama, signifiant littéralement âme argentée, à ne surtout pas confondre avec Kintama qui signifie testicule, oui c'est tout de suite un peu moins classe, est à la base un manga de Hideaki Sorachi, publié dans le Shonen Weekly Jump depuis 2003, adapté en animé par le studio Sunrise à partir de 2006 et repris par BN Pictures depuis 2015. La série compte actuellement plus de 300 épisodes ainsi que 2 films et 7 OAV. De nombreux produits dérivés tels que des jeux vidéo ou un light novel ont vu le jour. Un film live est également prévu pour juillet 2017. À l'heure où je tourne cette vidéo, le manga est toujours en cours de parution, mais dans son arc final, et l'anime, quant à lui, entame son ultime saison à partir du 7 janvier 2017. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer, comme d'habitude, sur la version animée de l'œuvre. Gintama, brièvement, c'est quoi? Ou plutôt, qu'est-ce que ce n'est pas? Gintama, c'est un grand mélange entre tous les genres qui puissent exister. Durant la première saison, c'est surtout un animé de type épisodique, et qui, avec les années, a introduit de plus en plus d'arcs assez courts, souvent de 3-4 épisodes entre ces suites d'intrigues épisodiques. Ce type de format laisse aux auteurs une grande liberté, qui leur permet de faire aisément des fillers, c'est-à-dire des épisodes qui ne sont pas présents dans le manga, ce qui ne les empêche pas d'être tout aussi bons et à mourir de rire que les épisodes fidèles au manga. Les épisodes se suivent et se ressemblent dans le fond, mais changent sur la forme tout en gardant son propre style inimitable et en jouant avec les différents genres, tantôt adoptant la comédie, tantôt le drame, s'essayant parfois au neketsu et en insérant souvent quelques réflexions à mi-chemin entre une leçon de vie d'une grande profondeur et un discours caricatural, parfois le tout dans un même épisode, mais toujours fait de façon compréhensible, sans se mélanger les pinceaux et en ayant une parfaite notion du timing, en saisissant la bonne attitude à adopter selon l'ambiance générale de chaque scène. Gintama, c'est tout ça. Du rire, des larmes, de l'attention, du what the fuck, des combats épiques, des running gags, mais c'est surtout un univers tellement original qu'il ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, et tout ça créé par une équipe d'animation de génie devant composer avec un budget ridicule pendant plusieurs années. Avant toute chose, il est possible que vous fassiez partie de l'une des deux catégories suivantes. Cas numéro 1, t'as déjà essayé de regarder Gintama mais t'as trouvé que c'était nul, alors t'as arrêté au bout de quelques épisodes. Cas numéro 2, tu n'as jamais regardé car c'est pas un animé qui t'attire. Peu importe, en tout cas laisse-moi te dire quelque chose mon gars, ou chère demoiselle, qui sait. Et même si vous ne faites pas partie de l'une de ces deux catégories, listen to me please. Déjà, ce n'est pas pour rien si Gintama a l'une des communautés de fans les plus impliquées. Ensuite, on va dire que pendant, les 30 premiers épisodes, j'avoue, j'ai pensé que Gintama était largement surnoté. Pas que je trouvais ça nul à m'ennuyer à en mourir, mais c'était pas le grand kiff espéré. Surtout après en avoir entendu autant de bien. Car oui, à l'origine, outre les recommandations de mes amis, j'ai voulu regarder Gintama parce que je me demandais ce qu'était cet inconnu qui trônait au sommet des animés les mieux notés sur MyAnimeList, comme Steins Gate ou Full Metal Alchemist. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, MyAnimeList, c'est un peu le Facebook de tous les otaku. Ça permet de noter et garder une trace de tous les mangas et animés que t'as vus, et aussi de suivre les nouveautés et les sorties de mangas et d'animés par saison. Pour en revenir à notre sujet principal, le problème que l'on peut rencontrer lorsqu'on commence à regarder Gintama, c'est que l'univers est tellement riche et le style de l'animé est tellement à des années-lumière de ce qu'on a l'habitude de voir que c'est difficile d'arriver à vraiment s'y immerger. Pour le coup, je me sentais vraiment à l'écart de ce qui se passait, un peu comme un étranger qui débarque sans se renseigner au préalable dans un pays à la culture totalement différente de la sienne. Et oui, je ne m'étais absolument pas renseigné sur ce qu'était Gintama, afin d'éviter de me faire spoiler. En plus, pour ne rien arranger, j'ai un gros a priori sur les animés de type historique, qui se passent dans un pseudo-passé durant l'ère d'Edo et compagnie. J'ai beaucoup de mal à accrocher avec ce type précis d'œuvre. Cet avis est très subjectif, et ça dépend de chacun. Mais malgré le fait que tout ou presque semblait dire que je perdais mon temps à regarder Gintama, j'ai continué en forçant un peu et petit à petit j'ai commencé à entrer dans ce grand délire et à apprécier ce côté décalé qui me remontait le moral après une dure journée de travail. Et plus je regardais des épisodes, plus je prenais mon pied. Et ce, jusqu'à ce que j'arrive à l'épisode 58. Et au début de ce putain d'arc Benizakura qui m'a donné une trique à en faire pâlir une jument en chaleur. Ouais, c'était divin. Et après cet arc, si vous venez me dire que vous n'aimez toujours pas Gintama, alors là je ne comprendrai pas. Je n'imagine même pas que ce soit humainement possible. Enfin bon, sait-on jamais. S'il existe vraiment ce genre d'énergumène, n'hésitez surtout pas à me donner vos arguments de manière constructive dans les commentaires. Ce qui peut être déroutant et rebutant au début, c'est le sentiment qu'il n'y a pas d'intrigue, pas de fil conducteur, qu'il s'agit simplement d'une mascarade à l'humour un peu lourd. Malgré tout, je vous l'accorde, c'est tout à fait légitime de se poser ces questions étant donné la forme que prend la série. Comme je l'ai dit juste avant, les arcs sont très courts et très souvent indépendants, à tel point qu'on pourrait inverser l'ordre de beaucoup d'entre eux sans que ça ne pose le moindre souci pour la cohérence de l'animé.
Mais au bout d'un moment, et pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, lorsqu'on finit par entrer dans cet univers et donc par ne plus être cet étranger dans un pays aux mœurs bizarres mais qu'on s'approprie leur culture, on devient l'un des leurs et on arrête de se demander quel est le but de cet animé. Où veulent-ils en venir? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi Sukumbu? Pourquoi Madao? Pourquoi des hémorroïdes? Non, on se pose comme un phoque devant notre écran, on se laisse porter, on rigole, on kiffe et on applaudit. Et de toute façon, on ne peut pas changer l'ordre de tous les arcs sans nuire à la cohésion de l'œuvre. Parfois, des personnages sont introduits à un moment que l'on pourrait croire sans importance pour être réutilisés plus tard à un moment précis de la série. D'autres fois, de nouveaux personnages débarquent de nulle part et finissent par devenir des personnages à forte apparition, quasiment des personnages principaux, et ce, même si on ne quitte jamais vraiment notre trio principal, dont on parlera par la suite, qui reste toujours sur le devant de la scène. Et en effet, si l'ordre de certains arcs a une véritable influence sur la compréhension de la série, c'est que, contrairement à ce que l'on peut entendre concernant Gintama, il y a bien une véritable intrigue de bout en bout au sein de l'œuvre. Elle prend son temps pour démarrer, elle prend son temps pour avancer, mais elle existe bel et bien. En fait, même si la série compte actuellement plus de 300 épisodes, je pense qu'il suffirait d'en voir une cinquantaine pour n'avoir que les arcs qui ont une réelle influence et qui font avancer la trame principale. Mais là, je mets un stop de cowboy à tous ceux qui sont chauds pour ne regarder que les arcs principaux de la série. Ah ouais, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Tout le reste n'est pas du remplissage dénué d'intérêt permettant juste de faire durer un peu l'histoire. Pour comparer, regardez un peu comment la vie réelle se passe. Pour faire un gros résumé, la plupart du temps on a notre quotidien. Notre petit train-train habituel avec des jours qui se suivent et qui se ressemblent sans se ressembler, car chaque journée apporte son petit lot de péripéties inédites. Mais ponctuellement, il peut arriver un élément perturbateur qui modifie totalement notre quotidien. Ça peut être le jour où vous passez du collège au lycée, celui où vous quittez la maison de vos parents pour vivre seul, celui où vous devenez parent vous-même, peu importe. Il y a des événements qui peuvent vraiment modifier le cours de votre vie et chambouler votre quotidien. Comment ressentir l'importance de ces changements brutaux si vous n'avez pas connu l'ambiance du train-train habituel? Eh bien, Gintama est construit en s'appuyant sur ce schéma. Bien entendu, Gintama n'est pas du tout réaliste, ce n'est pas ça que je cherche à dire. Ce que je veux faire entendre par là, c'est qu'il y a plein d'animés de baston où les scènes du quotidien ne constituent qu'une transition très brève pour passer d'un arc à un autre. Mais ce qui fait une bonne part de l'originalité de Gintama, c'est justement la construction générale de l'œuvre qui prend le contre-pied de ses codes habituels et nous fait suivre le quotidien du trio principal à travers leurs aventures de tous les jours sans en perdre une miette. Et c'est justement le contraste entre d'un côté les délires habituels que l'on voit le plus souvent et de l'autre côté ces situations beaucoup plus sérieuses qui apportent du relief et qui rendent ces moments cruciaux vraiment épiques. Et plus que porc épique ou porc épique, je dirais même qu'ils sont un pic d'épicness et qu'on ressent encore mieux toute l'importance et la gravité d'une situation exceptionnelle. De ce fait, si on ne regarde que les arcs avec de la gravité, alors certes, la série serait vite torchée, mais ça n'aurait clairement pas la même saveur. Ce serait beaucoup trop fade, comme un parfait au chocolat sans chocolat. Ce ne serait tout simplement pas Gintama. Il serait peut-être temps de passer enfin au vif du sujet et de se pencher un peu plus en détail sur l'univers de Gintama, parce que jusque-là j'ai beaucoup parlé mais finalement je suis resté très évasif sur ce qu'était concrètement Gintama. Déjà, l'anime prend part dans un univers totalement loufoque. Imagine un instant le Japon du milieu du 19e siècle, à l'heure où Tokyo s'appelait encore Edo, en plein milieu de l'ère des samouraïs et des ninjas, là où le shogun et le Shinsengumi faisaient régner l'autorité. Eh bien Gintama se déroule durant ce passé historique du Japon. À un détail près, et non des moindres. En effet, dans le monde où se déroule Gintama, on trouve des extraterrestres. Oui oui, on ne les appelle pas comme ça, mais ce sont bien des aliens venus d'autres planètes. Connus sous le nom d'Amanto et venant de chaque recoin de l'univers, ces extraterrestres peuvent avoir une apparence aussi bien humaine comme les Yato, comme ressembler à des animaux ou bien être comparables à des monstres comme les Dakini. Parmi les Amanto, le groupe du Tendoshu dirigeant les assassins du Tenchuin Naraku a fait plier le gouvernement japonais de l'époque, c'est-à-dire le Bakufu, qu'on peut aussi appeler le shogunat. En effet, vu l'étendue de leur puissance et de leur avancée technologique, vous imaginez bien que le Bakufu, comme tous les gouvernements en place des pays de ce monde, ont rapidement perdu la guerre qui les opposait face à ces Amantos. Ces gouvernements n'ont alors pas eu d'autre choix que de se mettre au service du Tendoshu, qui sont devenus les véritables dictateurs de la Terre. Pourtant, au Japon, la guerre a malgré tout continué. Ainsi, et sans entrer dans les détails, les samouraïs ont vaillamment combattu, indépendamment de tout soutien national pendant 20 ans contre les Amantos, avant de finalement perdre de façon définitive et officielle la guerre. L'histoire de Gintama débute ainsi quelques années après la fin de cette guerre, et parmi les personnages principaux de l'œuvre, beaucoup ont participé de près ou de loin à ce conflit, certains s'étant tournés vers une vie relativement normale, tandis que d'autres survivants se sont radicalisés, refusant d'abandonner le combat. Les héros d'hier sont désormais considérés aujourd'hui comme des terroristes. Cet univers et ce contexte historique très fort pourraient laisser suggérer à quelqu'un qui ne connaît pas Gintama que c'est une œuvre traitant de sujets très sérieux avec profondeur.
Et il n'aurait pas tort. Gintama est réellement un animé au fond très grave et sérieux par moments, qui aborde avec pertinence et justesse des thématiques délicates, comme la difficulté des relations familiales, les problèmes d'argent, l'addiction au jeu, le deuil, les ruptures de couple, la trahison ou encore le poids des responsabilités. De plus, la plupart des personnages ne sont pas soit gentils, soit méchants. Gintama ne fait pas dans le manichéisme. Les actions des héros ne reflètent pas toujours leurs paroles, et tout n'est pas dit aux spectateurs comme dans les animés les plus simplistes. Mais malgré tous ces aspects, la forme que prend réellement l'anime est, comme je l'ai déjà évoqué, totalement décalée et absurde. Gintama est une œuvre qui joue avec les genres comme aucune autre, ce qui est permis en grande partie grâce à cet univers sans queue ni tête qui est déjà lui-même insensé. En effet, en dehors de l'aspect purement militaire, les Amantos ont également eu une influence bénéfique, puisqu'ils ont apporté avec eux toutes leurs technologies, regroupant celles de notre actuel 21e siècle et ajoutant à cela de nombreux objets et accessoires futuristes en tout genre, faisant de la Terre un monde où tradition et modernité s'entremêlent et se confondent. C'est dans ce Japon totalement anachronique que Gintama se déroule. Il s'agit d'un univers totalement dingue. C'est un passé alternatif au Japon historique du 19e siècle dans lequel les hommes et les extraterrestres vivent côte à côte, où l'architecture traditionnelle du Japon côtoie des buildings ultra-modernes, où les anciens samouraïs roulent en voiture et regardent la télé sur des écrans plats tout en revêtant leur kimono et leur chonmage. Ainsi, vous comprenez que suivre le quotidien de personnages habitant cet univers n'a rien de banal. Et nous n'avons pas encore parlé des héros eux-mêmes. Parlons-en justement. En fait, pour créer la plupart des personnages de la série, Hideaki Sorachi s'est directement inspiré de la réalité. Et croyez-moi, Hideaki Sorachi n'est pas n'importe quel mangaka. Personnellement, je le considère même comme un génie, et je ne mâche pas mes mots, mais c'est aussi un troll qui aime provoquer grâce à un sens de l'humour unique. En effet, cela commence par l'existence même du personnage principal qui est un troll. Ainsi, celui-ci est inspiré du célèbre Kintaro de la culture japonaise, contrairement aux autres personnages qui sont, eux, plutôt tirés de figures historiques réelles. Je ne vais pas détailler ce mythe, ça n'aurait que peu d'intérêt, mais en gros, Kintaro, signifiant enfant doré, est, dans le folklore japonais, un enfant qui aurait été élevé dans la nature, doté naturellement d'une force surhumaine, et qui, plus tard, devint un grand samouraï et changea son nom pour devenir Sakata no Kintoki. Dans Gintama, Sorachi Sensei s'en est inspiré pour créer son personnage principal, Sakata Gintoki, le premier G qui remplace le K à toute son importance, car, outre le running gag qui est associé, Kin signifie doré alors que Gin signifie argenté. C'est donc tout naturellement que Gintoki a les cheveux argentés. Et vous l'aurez compris, le titre Gintama fait écho à Gintoki, ce qui fait prendre tout son sens à la blague de Kintama, qui signifie testicule je vous le rappelle, car suivant cette logique, Kintama serait le titre de l'œuvre si le personnage principal s'appelait toujours Kintoki, comme dans le mythe. Mais au-delà de cette description et de cette petite boutade, qui est donc ce fameux Gintoki? Connu pour sa couleur de cheveux très spéciale, Gintoki est un samouraï qui apparaît tout d'abord comme un homme ayant raté sa vie. Il est pourtant à la tête d'une petite entreprise de Yorozuya, c'est-à-dire de freelancer ou tout simplement d'homme à tout faire si vous préférez. En gros, son taf, c'est d'accomplir des missions diverses et variées selon la demande du client, comme retrouver un chat perdu, se débarrasser d'une ruche d'abeilles, prendre un homme infidèle en flaque pour le compte de sa femme. En théorie, n'importe quelle mission peut être acceptée tant qu'elle est rémunérée. Malheureusement, son petit business ne marche pas très bien et c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne paie quasiment jamais ses deux employés, il travaille et vit au-dessus d'un bar et ne se retrouve pas à la rue uniquement grâce à la charité de la barman à qui il loue son appartement, puisqu'il ne paie jamais son loyer. Après tout, il a déjà du mal à avoir suffisamment d'argent pour se payer à manger. C'est un peu ironique et cela peut prêter à sourire le fait que Gintoki n'a pas d'argent alors que Gin signifie justement argenté. Pourtant, ça n'a pas l'air de l'embêter plus que ça, puisqu'il ne se prend pas la tête et vit sans se préoccuper de tous ses soucis. Étant donné la manière peu glorieuse dont je vous le décris, on pourrait se dire que c'est pas un personnage principal qu'on risque d'admirer. Et pour tout vous dire, pendant longtemps j'ai eu du mal avec Gintoki que je trouvais peu attachant. Le début de l'œuvre le présente un peu comme un flemmard qui fuit ses problèmes, qui montre de la lâcheté, qui ne cherche que son propre intérêt, toujours très égoïste, et pourtant on prend une sacrée claque quand on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas compliqué, l'estime que j'ai pour lui est passée d'un personnage équivalent à Shiroe de Fate Stay Night, en insistant bien sur le Stay Night, et je n'ai pas à m'excuser pour les fans de ce personnage car je ne pense pas que ça puisse exister, à une estime proche de celle que j'ai pour Guts de Berserk. Évidemment, je ne les compare pas, je ne parle que de l'estime que je porte à ces personnages. En gros, Gintoki est tout simplement devenu l'un de mes 3 persos masculins préférés avec Lelouch et Guts. Et comment a-t-il réalisé ce tour de force? Mais bordel de cul, parce qu'il est bien plus intéressant, complexe et badass que le portrait que j'ai dressé de lui le laisse paraître. Sa personnalité n'est certes pas aussi ambiguë que celle de Lelouch dans Code Geass, mais il faut du temps pour le cerner, à moins que ce soit moi qui suis totalement abruti et long du cerveau, ce qui n'est pas impossible.
Malgré tous ses défauts, lorsqu'on lui demande de risquer sa vie pour autrui, ou lorsque l'un de ses amis est en véritable danger, même s'il va se curer le nez en feignant le désintéressement et en disant que ça ne le concerne pas, tu le verras toujours dans la scène qui suit, dire qu'il va dans un bar à hôtesse ou quelque chose du genre, alors qu'en réalité il va se démener corps et âme pour aller secourir la personne dans le besoin, jusqu'à mettre sa vie en jeu sans se poser de questions. Gintoki se bat pour ses valeurs et ses idéaux, il porte ses couilles et ne cherche pas la gloire, il agit seul, de lui-même, et ne veut pas mettre en danger les gens de son entourage, ce qui le conduit d'ailleurs parfois à se retrouver dans des situations périlleuses à force de vouloir tout faire tout seul. J'ai rarement, voire jamais connu un tel personnage. Dans la Japanimation, très souvent, le héros principal est un mec lambda aux caractéristiques faites de sorte à ce que le spectateur moyen puisse s'identifier facilement à lui. C'est le brave type par excellence. Gintoki n'a rien à voir avec ça. L'image que nous en donne nous le fait d'abord détester, mais on finit par l'aduler comme un fanboy attardé. Ce n'est pas un modèle de réussite sur des plans qu'on pourrait qualifier comme relativement superficiels, mais sur le plan spirituel, chacun peut se reconnaître dans les valeurs qu'il défend. Il a le pouvoir de nous transmettre des sentiments forts et de nous faire vibrer lors de moments où les enjeux sont cruciaux. Mais comment parler de Gintoki sans évoquer Kagura et Shinpachi et les deux autres Yorozuya qui l'accompagnent au quotidien? D'abord, Shimura Shinpachi tire son origine de Nagakura Shinpachi et du comédien Shimura Ken. Dans Gintama, c'est un adolescent de 16 ans, héritier du dojo de son père décédé et comment ça, c'est juste des lunettes? Mais non, vous vous trompez. Toute l'âme de Shinpachi est contenue dans ces lunettes. Ce sont les lunettes qui font de lui ce qu'il est. L'homme qui est derrière n'est que secondaire. Mais bon, si vous y tenez, voilà à quoi il ressemble lorsque Shinpachi est porté par un humain. Où en étais-je déjà? Ah oui, il apparaît comme le faire-valoir de l'animé. C'est lui le personnage sérieux qui met en relief les passages hilarants des autres personnages de l'animé et qui parvient à nous faire rire aux éclats. Il souhaite restaurer le dojo de son père, et pour cela, il a décidé de s'engager auprès de Gintoki, car celui-ci constitue à ses yeux un modèle en tant que samouraï, malgré le reste de sa personnalité peu admirable aux yeux de Shinpachi. Kagura, quant à elle, est une jeune extraterrestre à l'estomac sans fond d'environ 14 ans et appartenant à la race des Yato. Bien qu'ils soient en voie de disparition, les Yato sont connus comme étant les guerriers les plus puissants de l'univers. Comme tous les autres aliens, Kagura est un personnage tout droit sorti de l'esprit de Hideaki Sorachi, sans réelle inspiration historique. Outre le fait notable que Kagura soit la première héroïne de l'histoire du Shonen Jump à vomir, présentons brièvement son histoire. Celle-ci a débarqué sur Terre après s'être faite enrôler par une bande de voyous. C'est ainsi qu'elle rencontre Gintoki et Shinpachi. C'est un personnage aux multiples facettes, comme tous les autres d'ailleurs. Elle est attachante aussi par son histoire. Sans vous dévoiler quoi que ce soit de véritablement important, Kagura grandit seule, sur une autre planète où, à cause de sa force qui la faisait passer pour un monstre près des autres enfants, elle n'avait aucun ami. Le fait de suivre Gintoki et Shinpachi lui permet à elle, qui jusque-là n'était capable que de détruire, d'avoir quelque chose à protéger pour la première fois de sa vie. Gintama se centre donc autour de ce trio principal. Et là, je sens déjà que certains vont m'en vouloir si je ne parle pas de Sadaharu. Et vous n'avez pas tort. En fait, je devrais plutôt parler de Quatuor. En effet, nos trois amis sont accompagnés d'une sorte de chien géant surdimensionné répondant au nom de Sadaharu. Mais mis à part du coup non pas ce trio, mais plutôt ce quatuor de base, il y a une tonne de personnages à découvrir dans Gintama. Je ne parlerai pas de chacun d'eux, sinon la vidéo risque de dépasser aisément les 2 heures, mais je souhaite au moins m'attarder sur le Shinsengumi, qui a un rôle proéminent dans l'intrigue. Après tout, il est impossible de parler de Gintama sans évoquer cette fameuse police, tirant son nom du véritable Shinsengumi, qui était à l'origine un groupe de guerriers à la botte du shogun. Les personnages qui le composent sont eux aussi inspirés de figures historiques réelles, autant au niveau du nom, du grade ou de la réputation. Dirigé par un commandant Kondo Isao Stalker et surnommé le Gorille, le Shinsengumi compte notamment parmi ses membres les plus remarquables Okita Sogo, capitaine de la première division, souvent armé de son bazooka, c'est un grand sadique qui est certainement l'homme le plus puissant de tout le Shinsengumi. Devant son ennemi juré qui a toujours une cigarette dans la bouche, j'ai nommé le vice-commandant démoniaque Ijikata Toshiru. C'est lui l'auteur du Bushido du Shinsengumi, qui est une sorte de règlement constitué de divers articles à respecter. Et il vaut mieux s'y tenir. En effet, le transgresser signifiait alors la sanction de devoir se faire seppuku. Pour ceux qui ne savent pas, le seppuku est un rituel qui consiste à se suicider en s'éventrant à l'aide d'un sabre. Associé à des policiers dont le rôle est de maintenir l'ordre à Edo, ils se retrouvent toujours, on ne sait comment, dans des situations incongrues et hautement improbables en compagnie de nos héros principaux. Finalement, dans Gintama, chacun des personnages est facilement reconnaissable grâce à quelques traits superficiels particuliers, et quasiment tous disposent de leur propre running gag. Chaque personnage est ainsi très reconnaissable et peut être différencié des autres en quelques mots. Il y a par exemple Azegawa, alias Madao, l'homme qui ne se sépare jamais de ses lunettes de soleil et qui échoue tout ce qu'il entreprend. Katakuriko Matsudaira, le préfet de police machiste et beauf, qui détruit d'abord et réfléchit après. Teraka Otsu, alias Otsu-chan, la seule idole à l'aspect ultra kawaii, qui chante un texte insultant et grossier et qui dispose d'un fan club lui vouant un véritable culte. Shimura Otae, l'hôtesse de cabaret la plus violente qui soit et qui transforme tout ce qu'elle cuisine en matière noire. Le shogun, d'une dignité sans pareille malgré les circonstances dans lesquelles il se retrouve. Sarutobi Ayame, la ninja Mazo fantasmant sur Gintoki qui ne voit plus clair à un mètre dès qu'elle perd ses lunettes.
Et je pourrais continuer à tous les énumérer un à un de la même manière, vous voyez l'idée. Pourtant, malgré leur superficialité apparente, les personnages de la série ne se limitent pas qu'à quelques clichés. Chacun d'entre eux a une personnalité beaucoup plus profonde. Le fait que l'anime ait autant d'épisodes et que l'intrigue prenne son temps permet justement à chaque personnage ou presque d'avoir droit à un développement personnel dans un petit arc ou un épisode, de sorte à ce qu'on les découvre sous de nouveaux angles, qu'on perçoive des facettes cachées de leur caractère qui se révèlent bien plus complexes que ce qui était suggéré à première vue. Pour finir, j'aimerais terminer cette vidéo en évoquant plusieurs anecdotes et spécificités que je trouve intéressantes à propos de cette œuvre. Parmi elles, une des spécificités notables de Gintama, ce sont ses épisodes filler, qui, contrairement à beaucoup de séries comme Naruto, sont loin d'être perçus par les spectateurs comme une bouse absolue nuisant à l'œuvre originale. Ces fillers, qui sont très appréciés par les fans, restent malgré tout des sortes d'épisodes bonus qui existent pour combler les trous, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont à ignorer. Les fillers de Gintama font autant du Gintama que les épisodes originaux, je dirais même qu'ils sont la représentation typique de ce qu'est l'esprit de Gintama, tant dans la forme avec cet humour si propre à ce manga qu'en faisant voler en éclats le quatrième mur, encore plus que d'habitude. Le quatrième mur, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une allégorie qui définit la barrière abstraite entre vous, les spectateurs, et entre les personnages d'une œuvre fictive, que ce soit un animé, un manga, une pièce de théâtre ou autre chose. Le fait de casser ce quatrième mur signifie donc que les personnages prennent conscience de leurs conditions de personnages non réels dans une œuvre de fiction regardée par des spectateurs et tout ce qui va avec. Casser le quatrième mur, c'est donc rompre avec les codes de base créés pour que l'on croie à l'histoire que l'on nous raconte. Et je pense qu'à ce sujet, ce ne serait pas trop dire que s'il existe un animé roi en la matière, c'est bel et bien Gintama qui parvient à briser cette cloison de manière habile et récurrente sans que cela ne nuise à la trame scénaristique. En plus des particularités que j'ai déjà évoquées sur la narration de Gintama, il faut aussi savoir que regarder Gintama est certainement encore bien plus drôle pour un japonais que pour nous occidentaux. En effet, vous allez vite vous apercevoir qu'en regardant Gintama, il va souvent falloir mettre l'épisode en pause pour lire la note furtive qui apparaît sur l'écran pour expliquer un jeu de mots ou une référence culturelle. Gintama est plein de ces références culturelles propres à la culture japonaise, que ce soit des émissions de télévision populaires, des événements historiques ou des personnalités publiques, du présentateur télé à un acteur en passant par des hommes politiques. Rien n'est oublié. Ça peut être un peu frustrant au début de ne pas tout comprendre, mais comme la plupart du temps une note est ajoutée au-dessus des sous-titres, c'est enrichissant et ça nous permet d'apprendre des petits détails en plus sur le Japon, ce qui n'est pas déplaisant du tout pour quiconque s'intéresse un minimum à ce pays. Gintama ne se gêne pas non plus pour parodier quasiment tous les animés connus d'aujourd'hui, Naruto, One Piece et Dragon Ball pour ne citer que, et de remettre au goût du jour des succès d'antan comme Tenku no Shiro Laputa, mieux connu chez nous sous le nom du château dans le ciel, Doraemon avec ce fameux chat venu du futur qui sort des gadgets improbables de sa poche, ou encore les bons vieux Gundam. Cette tendance un peu spéciale à se moquer de tout sans concession peut malheureusement engendrer quelques problèmes, et Gintama n'est pas passé au travers. Nombreuses ont été les lettres d'insultes, et, au travers de l'œuvre, Hideaki Sorachi et le studio Sunrise qui a produit l'animé ont été maintes fois accusés de salir l'image de grands hommes du passé, en déformant l'histoire et en manquant de respect à ces figures historiques. Gintama a aussi fait les frais de la censure. L'épisode 232, jugé politiquement incorrect pour avoir critiqué une énième fois une personne d'État japonaise, n'avait pas pu être diffusé sur les chaînes de diffusion locales. Heureusement, le studio Sunrise a toujours respecté l'état d'esprit du manga instauré par Sorachi Sensei, en adaptant Gintama sans en déformer la nature. De ce fait, lorsque Bang Picture a pris le relais après le succès du second film en 2015, j'avoue avoir eu quelques craintes, heureusement non justifiées puisque ce studio a poursuivi avec la même volonté de fidélité, tout en améliorant la qualité des graphismes et de l'animation. J'ai quand même été un peu triste que la production de l'anime change de studio. Au fond, ça ne change rien, mais Sunrise avait créé un véritable lien de proximité au travers de l'anime, entre eux en tant que réalisateurs et nous en tant que spectateurs. Cela grâce à des questions-réponses en fin d'épisode ou lors de certains fillers, durant lesquels les personnes du studio donnent vraiment l'impression de nous adresser directement la parole via la voix des personnages. Ce qui peut aboutir sur les très célèbres plans fixes, sur les discussions sans langue de bois sur le budget du staff, ou sur les séquences réutilisées ouvertement comme la fameuse scène annuelle du Kotatsu. Vous savez, cette table chauffante recouverte d'une couverture utilisée par les Japonais en hiver. Vous l'avez deviné, il ne critique pas que les autres. De la même façon que Sorachi Sensei se dessine lui-même dans son propre manga en prenant l'apparence d'un gorille, les membres du studio n'hésitent pas à faire de l'autodérision et à se critiquer eux-mêmes. Cette façon de ne pas se prendre au sérieux se ressent dans l'anime et participe à nous faire vibrer et à nous faire rigoler jusqu'à en pleurer et à s'en pisser dessus. Mais pas seulement, c'est aussi le seul animé qui peut vous faire passer du rire aux larmes en quelques minutes, d'un délire gaguesque et absurde à une scène ultra sérieuse sans transition, mais sans rompre la fluidité du récit et l'impact ressenti par la tournure parfois tragique des événements. En conclusion, mais c'est quoi le but de cet animé au final? Nom d'une patate flambée d'Alabama! C'est vrai après tout, on pourrait se dire que c'est le foutoir pas possible le mélange de tous ces genres. Ceci n'a ni queue ni tête. De plus, le personnage principal n'embrasse aucun véritable but à accomplir, comme peut le faire tout bon héros de shonen habituel, et qui le pousse à vivre tout plein d'aventures afin de réaliser son rêve. À ceci, je n'ai qu'une seule chose à répondre. La phrase! Il n'y a pas
pas vraiment d'explication logique à donner. Gintama, c'est un nouveau genre à lui tout seul, qui se reconnaît à la première scène et qui vous fait redécouvrir l'animation japonaise sous un nouvel angle. Et après l'avoir vu, c'est votre vision tout entière de la japanimation qui pourra s'en retrouver modifiée. Je ne dis pas que ce sera forcément le cas, mais ce qui est certain, c'est que quiconque a vu cet animé s'en souviendra longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour encourager la chaîne et de promouvoir son contenu en partageant la vidéo et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Enfin, si vous avez des conseils à me donner pour la suite, des éléments de la vidéo à corriger ou à compléter, n'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, Gianni!